Nous allons maintenant écouter Jean-Baptiste Guillon, qui est agrégé et docteur en philosophie de l'Université de Nantes. Jean-Baptiste est ancien assistant du professeur Tiercelin dans cette chaire, et il est actuellement professeur ayudante doctor à l'Université de Navarre. Ses travaux se situent à la charnière de l'épistémologie et de la métaphysique, et tentent d'appliquer une métaphilosophie inspirée de la tradition du common sense, méthodologie qu'il applique à différents problèmes, comme par exemple la métaphysique du libre arbitre, la métaphysique du temps, de la modalité ou des universaux. Son exposé s'intitule « L'expérience du soi et le présentisme de sens commun ». Merci Alexandre. Je veux tout d'abord remercier vivement le professeur Tiercelin et Alexandre Declos de m'avoir convié à ce très beau colloque, et puis Sophie Grand-Cyr pour tout ce qu'elle fait pour l'organisation du colloque. Et donc je vais parler, comme un certain nombre d'intervenants dans les 2 jours qui précèdent, de l'argument du sens commun en faveur du présentisme. Alors si on prend une version très classique de cet argument, c'est un argument très très simple en lui-même, tel qu'on le trouve par exemple chez Zimmermann. Première prémisse, la conception du temps offerte par le sens commun est présentiste. Or, deuxième prémisse, le fait qu'une thèse soit de sens commun lui confère un certain type d'avantage ou d'intérêt épistémique. Conclusion, nous avons des bonnes raisons de croire au présentisme. Peut-être que ces raisons ensuite sont contrebalancées par d'autres raisons, mais en tout cas, on a ces raisons-là d'être présentiste. Dans cet argument-là, j'ai défendu l'année dernière, dans le colloque sur les principes métaphysiques, la prémisse 2, le fait qu'une thèse de sens commun, le fait qu'une thèse soit de sens commun, lui confère une certaine valeur épistémique. Donc je ne reviendrai pas aujourd'hui sur cette deuxième prémisse. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a différentes manières de défendre cette prémisse et différentes conceptions de l'avantage épistémique du sens commun. Si vous voulez savoir la manière dont personnellement je conçois cet intérêt du sens commun, je vous renvoie à la conférence de l'année dernière sur les principes métaphysiques, qui est encore en ligne en vidéo. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la première prémisse, le fait que la conception du temps offerte par le sens commun est présentiste. Cette prémisse, on pourrait se demander si elle est vraie. Est-ce que le sens commun est vraiment présentiste ? En général, on peut voir que chez la plupart des auteurs qui refusent le présentisme, la plupart des adversaires du présentisme, cette prémisse est concédée. Par exemple, chez Sider, il y a une concession très claire du fait que le sens commun est présentiste, mais par ailleurs, le sens commun est réfuté par d'autres données, peut-être même que le sens commun n'a aucune valeur épistémique en tant que tel, donc on doit se rapporter uniquement aux autres types de données. Mais on trouve aussi quelques auteurs, et notamment Baptiste Le Bihan dans un article de 2018, qui contestent cette prémisse d'intuitivité, si on veut, du présentisme. Donc qui considèrent que en fait, le présentisme n'est pas réellement défendu par le sens commun, n'est pas réellement une donnée du sens commun, quel que soit après l'intérêt épistémique qu'on accorde au sens commun. Donc, étant donné que cette thèse est contestée par certains auteurs, je pense qu'il est intéressant de voir si on peut essayer de donner des arguments en sa faveur. Et alors, comment on pourrait établir cette prémisse, le fait que le présentisme est de sens commun ? On pourrait faire un appel direct aux intuitions sur le temps. On décrit un scénario de temps présentiste, on décrit un scénario de temps éternaliste ou de bloc en expansion, et on demande quelle est votre intuition. Là, on pourrait, c'est ce que fait Zimmermann, il dit il fait tout simplement partie du sens commun que le passé est moins réel que le présent. Et donc, là, ça reviendra à dire que le sens commun a immédiatement, de manière directe et immédiate, des intuitions sur la métaphysique du temps. Une autre stratégie, et plus indirecte, consiste à passer par les expériences sensibles, notamment dans le fameux article de Prior dont il a déjà été question, l'expérience du mal de tête passé. On a l'impression que ce mal de tête passé n'existe plus, donc c'est une bonne raison d'être présentiste à partir d'une expérience consciente. La stratégie que personnellement je vais adopter ne fait appel ni directement à des intuitions sur le temps, parce que je pense qu'il est très facile pour un éternaliste de simplement contester de manière directe que lui partage cette intuition immédiate sur le temps. Je trouve également des limites aux appels aux intuitions sur l'expérience. En revanche, je pense qu'en faisant attention à nos intuitions sur le soi, sur
qui je suis, sur le je ou le soi, on peut voir que dans le sens commun a une conception du soi qui est endurante et même présentiste. Alors sur le fait de l'endurance, c'est quelque chose qui est mentionné notamment par Laurie Paul dans un article de 2017 sur The Subjectively Enduring Self, le fait que subjectivement le soi est conçu comme endurant. Et donc c'est cet aspect-là, c'est cet argument-là que je vais développer aujourd'hui. Donc, quels aspects de la conception du soi vont être importants? Il va y avoir 2 aspects, je les annonce même si je les développerai en détail après. Le premier aspect, c'est que le sens commun conçoit le soi comme identique à travers le temps, c'est-à-dire que c'est moi-même, le même moi qui avait mal à la tête hier et qui est mal aux dents aujourd'hui. Et puis, le deuxième aspect de la conscience du soi, de l'expérience du soi, c'est le fait que le soi est une conscience. Je suis une unique conscience ou je suis un être conscient doué d'une unique conscience. C'est-à-dire qu'il y a une unicité de la conscience du soi. Alors ces 2 éléments, on va voir comment ils rentrent en compte dans l'argument. Mais avant de voir ça, je voudrais d'abord représenter rapidement qu'est-ce que ça va nous permettre de prouver à propos du contenu du sens commun. Une première chose serait de dire que le sens commun est présentiste. Le présentisme, comme on l'a déjà vu, c'est l'idée que seules les choses présentes existent et les entités passées et futures n'existent pas. Et le présentisme s'oppose aux différentes théories de l'univers bloc. Ou bien alors, on pourrait dire que le sens commun défend l'endurantisme. L'endurantisme, c'est l'idée que les choses persistent à travers le temps en étant entièrement présentes à différents instants, et ça s'oppose au perdurantisme. Ou alors, peut-être que le sens commun défend la théorie A, l'idée selon laquelle, alors c'est la conjonction de 2 choses, le fait qu'il y a un privilège objectif du présent sur le passé et le futur, et le fait qu'il y a un flux du temps réel du passé vers le futur. Et la théorie A s'oppose à la théorie B. Ces 3 thèses sont classiquement distinguées en métaphysique du temps parce qu'elles ne sont pas absolument équivalentes. Par contre, il y a des relations d'implication, de quasi-implication, modulo certaines prémices implicites évidentes, selon lesquelles le présentisme très probablement implique l'endurantisme et le présentisme très probablement implique la théorie A. Par conséquent, comme vous le voyez sur ce schéma, si on arrive à montrer que le sens commun est présentiste, ce sera suffisant pour montrer qu'il est aussi endurantiste et théoricien A. En revanche, si on a montré que le sens commun était endurantiste ou qu'il est théoricien A, ça ne nous permettra pas de tirer de conclusion sur les 2 autres types de thèses. Et moi, mon propos est de montrer que le sens commun défend le présentisme, donc la thèse la plus forte qui implique les 2 autres. Si on revient donc encore une fois à l'argument présentiste par le sens commun, donc la conception du temps offerte par le sens commun est présentiste. Or, le fait qu'une thèse soit de sens commun lui confère un avantage épistémique. Je vous ai dit, ce que je vais essayer de défendre, c'est de manière précise uniquement la prémisse 1. Cependant, la manière dont je vais défendre la prémisse 1 ne sera pas sans effet ou sans enjeu en faveur de la prémisse 2. Pourquoi? Parce qu'en montrant quel aspect du sens commun est en jeu, à savoir la conception du soi, je renforce le fait que c'est un aspect du sens commun qu'il est difficile épistémiquement de rejeter. Autrement dit, l'enjeu des discussions sur le temps n'est pas simplement une simple question de physique naïve, comme par exemple le fait que dans le sens commun, peut-être, les objets plus lourds tombent plus vite. Et donc là, on a envie de dire, c'est juste de la physique naïve. De quoi se mêle le sens commun pour nous donner des informations là-dessus? Ne considérons que des informations scientifiques pour trancher cette question, et pas des questions de sens commun. Le sens commun peut éventuellement s'occuper de la métaphysique des trous dans le gruyère ou de la métaphysique des mélanges dans la fondue, mais pas de questions sérieuses comme la question du temps, qui est une question qu'on doit laisser aux sciences. Donc, je pense que c'est une très mauvaise manière de concevoir les enjeux de la question du temps en métaphysique. Et notamment parce que si c'était du même ordre de questions que les objets plus lourds tombent plus vite ou la Terre est plate ou ce genre de choses, c'est le genre de révision qui ne coûte rien à l'humanité. Quand l'humanité a découvert que la Terre était ronde et pas plate et que les objets plus lourds ne tombaient pas plus vite que les objets plus légers, ça n'a rien changé au mode de vie humain. En revanche, si ce qui est en jeu, c'est la conception du soi, et si, pour le caricaturer un petit peu, ma position, si on arrive à la conclusion que si le présentisme est faux, je n'existe pas et vous n'existez pas non plus, là, on est quand même sur des enjeux un peu plus lourds que de savoir si la Terre est ronde ou plate.
Bon, c'est une version un peu caricaturée de ce que je vais défendre. Évidemment, on pourra toujours défendre que je continue d'exister sous une certaine conception révisée. Mais on va voir que les aspects de la conception du soi qui sont mis en jeu sont tellement profonds que finalement, ça revient presque à dire que si le présentisme est faux, je n'existe pas, ni vous non plus. Alors, il y aura 3 parties dans cet exposé. Dans les 2 premières parties, je vais envisager des arguments anciens qui me semblent limités, en tout cas ne pas permettre d'arriver vraiment à une conclusion présentiste satisfaisante. Le premier argument que je vais voir est un argument qui consiste à dire que quand on part de la conception du soi, on arrive à une conception endurantiste. Ça, c'est un débat avec David Lewis. Et je pense que voilà, c'est seulement l'endurantisme et pas le présentisme qui est démontré, donc je pense que ce sera insuffisant. Dans le grand 2, j'envisagerai les arguments inspirés de Prior, les arguments que j'appelle du mal de tête, c'est-à-dire du mal de tête passé et des expériences passées. Et donc là, c'est des arguments qui ne parlent pas de la conception du soi, mais de la conception des expériences conscientes. Et enfin, dans la 3e partie, je présenterai mon propre argument, qui est un argument qui part de la conception du soi, mais du soi conscient, et qui en arrive à la conclusion pas seulement de l'endurantisme, mais à la conclusion du présentisme, donc la thèse la plus forte dans le schéma que je vous ai présenté auparavant. Alors, voyons tout d'abord l'argument selon lequel la conception du soi nous engagerait à adopter l'endurantisme, l'endurance, la conception de l'endurance. C'est ce qui semble le plus intuitif à première vue. Quand on parle du soi, et en particulier du fait que le soi est identique à travers le temps, c'est-à-dire que c'est moi-même, le même moi qui, par exemple, était en Espagne hier et qui suis en France aujourd'hui, on a envie de dire que cette conception de l'identité à travers le temps est incompatible avec le perdurantisme. Pourquoi ? Parce que si le perdurantisme est vrai, alors la tranche passée qui était le moi d'hier en Espagne n'est pas identique à la tranche présente qui est le moi d'aujourd'hui en France. Or, deuxième prémisse, je suis le moi d'aujourd'hui. Conclusion, si le perdurantisme est vrai, ce n'est pas moi qui étais en Espagne hier. C'est une autre tranche, c'est quelque chose qui est peut-être éventuellement gène identique avec moi, mais la relation de gène-identité est une certaine relation de ressemblance, de proximité, de rapports causaux et tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas une relation d'identité. Donc c'est quelqu'un d'autre que moi qui était en Espagne hier, ce n'est pas moi. Et donc, c'est contraire à la conception de sens commun de l'identité à travers le temps. L'objection que fera évidemment le perdurantiste, c'est de dire que le jeu n'est pas la tranche présente, que le jeu, c'est le verre quadridimensionnel qui inclut la tranche présente et les tranches passées. La réponse intuitive, c'est que dans la conception de soi du sens commun, je ne suis pas un verre quadridimensionnel. Je suis quelque chose d'entièrement présent dans le présent, justement. Donc, voici l'argument pour dire que je ne suis pas... voici l'argument. Bref, si le perdurantisme est vrai, je suis soit le verre quadridimensionnel, soit la tranche présente de ce verre distinct des tranches passées. Dire que je suis un verre quadridimensionnel s'oppose à la conception de soi du sens commun. Dire que je ne suis pas le moi d'hier s'oppose également au sens commun. Donc, le perdurantisme s'oppose au sens commun. Évidemment, la prémisse qui va être contestée par David Lewis dans cet argument, c'est le fait que dire que je suis un verre quadridimensionnel s'oppose à la conception de soi du sens commun. Pourquoi ? Parce que pour David Lewis, alors comment est-ce qu'on pourrait défendre cette prémisse-là ? Par un argument que David Lewis formule lui-même avant d'y répondre. Il dit l'argument que se font les endurantistes, c'est le suivant. D'après le sens commun, je suis tout entier situé en France, toutes mes parties, mes bras, mes jambes, mes yeux sont en France. Or, si j'étais un verre quadridimensionnel, il y aurait certaines de mes parties en France et d'autres en Espagne, à savoir mes parties temporelles passées. Donc, je ne suis pas un verre quadridimensionnel, parce que toutes mes parties sont présentes en France. Donc c'est ce que j'appellerais l'argument tout entier. Je suis tout entier dans le présent. Et Lewis répond qu'en réalité, l'argument tout entier ne peut pas marcher parce que, dit-il, ceux qui argumentent ainsi croient peut-être qu'ils sont des partisans de l'endurance, mais c'est faux. Ils sont obligés d'être neutres parce qu'il leur manque les ressources conceptuelles pour comprendre ce qui est en jeu. Leurs paroles trahissent le fait, et ils le reconnaissent peut-être volontiers, qu'ils n'ont pas de concept de partie temporelle. Donc, l'argument de Lewis est le suivant. Vous ne pouvez pas avoir l'intuition que toutes mes parties sont en France, y compris les parties temporelles, si vous n'avez pas le concept de partie temporelle. Alors,
dans cette discussion-là, en fait, je ne vais pas entrer en détail dans cette discussion-là. Je ne suis pas sûr que l'argument de Lewis fonctionne, notamment parce que je ne vois pas pourquoi la personne qui fait l'argument tout entier ne peut pas simplement clamer qu'il possède le concept général de partie, que ce soit des parties concrètes ou des parties abstraites, le concept général de partie, que ce soit des parties temporelles ou des parties d'autres sortes de parties, et pourquoi il ne pourrait pas non plus avoir l'intuition que toutes ces parties sont en France, quelles qu'elles soient, quelles que soient les subdivisions conceptuelles qu'on fasse à l'intérieur du concept général de partie. Par un quantificateur non restreint, on peut dire que toutes mes parties sont en France. Par conséquent, même si je n'ai pas le concept de partie temporelle, ça implique que les parties temporelles je n'ai pas de partie temporelle hors de France. Bon, alors ça, je ne vais pas entrer dans ce débat-là, je ne suis pas sûr que l'argument fonctionne, mais ce qui me gêne personnellement, enfin la raison pour laquelle je vais passer à un autre argument, c'est que cet argument, même s'il fonctionnait, établit au mieux que l'endurantisme est de sens commun, et non pas la théorie B ni le présentisme. Donc on a vu hier, par exemple, que pour Nick Effingham, on peut défendre l'endurantisme sans avoir le présentisme. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si on peut défendre que le sens commun est présentiste et pas simplement endurantiste. Un autre défaut de l'argument tout entier, c'est que le même argument fonctionnerait même si on prenait, au lieu de l'exemple du moi qui suit tout entier présent, si on prenait l'exemple d'un arbre ou d'une chaise, on disait la chaise est tout entière dans le présent, son dossier, ses pieds, les pieds de la chaise, etc. sont tout entiers dans le présent, toutes ces parties sont dans le présent, donc elle n'est pas un verre quadridimensionnel. Or, il me semble que les raisons de penser que je ne suis pas un verre quadridimensionnel sont beaucoup plus fortes que les raisons de penser qu'une chaise n'est pas un verre quadridimensionnel, et l'argument n'utilise pas les ressources propres à la conception du soi qui ne marcheraient pas pour une chaise. Donc c'est ça que je veux essayer de faire, et dans ces ressources, il me semble qu'il y a notamment la question de la conscience du soi. Et donc, c'est pour ça que je vais commencer par envisager d'autres arguments, même si ce n'est pas ceux-là que je reprends pour eux-mêmes, mais des arguments qui font appel à l'expérience consciente, et notamment au scénario général du mal de tête. J'avais mal à la tête hier, je n'ai plus mal à la tête aujourd'hui. Donc, dans ce scénario-là, on peut faire un argument en faveur d'une certaine conception du temps. Et je vais présenter 3 versions de l'argument qui ont chacune des prémices différentes et également des conclusions différentes. Certaines vont permettre d'établir des éléments de la théorie A, d'autres, la dernière va prétendre établir le présentisme. Je vous montrerai pourquoi je pense qu'elle n'est pas satisfaisante. Mais donc, il y a 3 versions de l'argument que je vais présenter très rapidement. Donc, premier argument, c'est l'argument de l'asymétrie. L'attitude de sens commun vis-à-vis de mon mal de tête passé n'est pas la même que vis-à-vis du mal de tête futur. Or, cette différence d'attitude n'est justifiée que s'il y a une asymétrie réelle entre passé et futur, donc le sens commun favorise l'idée d'une asymétrie réelle entre passé et futur. L'asymétrie réelle est une partie de la théorie A, ce n'est pas toute la théorie A, mais c'est un aspect de la théorie A, ce n'est pas le présentisme, ce n'est pas l'endurantisme. Donc là, ce qui est établi, c'est l'asymétrie passé-futur. Dans l'argument 2, l'argument du soulagement, l'idée est la suivante. L'attitude de sens commun vis-à-vis de mon mal de tête passé est d'être soulagé, ce qui ne serait pas le cas pour un mal de tête présent. Donc on ne compare plus avec un mal de tête futur, mais avec un mal de tête présent. Cette différence d'attitude n'est justifiée que si le passé est moins réel que le présent. Conclusion, le sens commun favorise l'idée d'un privilège objectif du présent, mais du présent sur le passé au moins. Mais cette idée du privilège du présent est un aspect de la théorie A, mais ce privilège n'est pas forcément un privilège existentiel. Ça pourrait être un privilège lié par exemple au passage d'un projecteur en mouvement. Donc, il y a un privilège objectif du présent, ça n'établit pas l'endurantisme, ça n'établit pas le présentisme, même si ça établit quelque chose d'intéressant éventuellement sur le temps. Donc la théorie A, comme j'ai dit, c'est à la fois le flux réel du temps et donc la symétrie et le privilège objectif du présent, mais pas nécessairement un privilège ontologique, pas nécessairement un privilège d'existence. Et donc, si on accepte ces 2 premiers arguments, on a au mieux démontré la théorie A, mais pas le présentisme. Le troisième argument, qui est une version présentée par Zimmermann de l'argument du mal de tête, prétend établir le présentisme. Donc l'argument est le suivant. D'après le sens commun, mon mal de tête passé ne fait pas mal. C'est donc l'argument que j'appelle même pas mal. Deuxième prémisse, il est dans l'essence d'un mal de tête de faire mal s'il existe. Donc, le sens commun favorise l'idée de la non-existence du passé, la non-existence de mon mal de tête passé, autrement, il ferait mal.
Et donc ça, si on établit la non-existence du passé, là, pour le coup, on a un vrai argument en faveur de l'intuitivité du présentisme, à proprement parler. Donc, voilà, j'ai résumé les trois arguments. L'argument de l'asymétrie qui établit uniquement l'asymétrie passé-futur, l'argument du soulagement qui établit le privilège du présent, et l'argument même pas mal qui établit le présentisme. Alors, la raison pour laquelle je ne suis pas satisfait par le troisième argument, même s'il prétend établir le présentisme, c'est que l'une de ces prémisses est en défaut de justification. Pourquoi est-ce que Zimmermann dit que mon mal de tête passé ne fait pas mal? Il semble évident que l'éternaliste ou le défenseur de la théorie du bloc va contester cette prémisse. Il va dire, ben si, évidemment que mon mal de tête passé fait mal. Donc, la réponse... La question, c'est pourquoi est-ce que Zimmermann pense-t-il que mon mal de tête passé ne fait pas mal? La réponse probable, c'est voilà, mais si, il fait mal à mon moi passé. Le problème de cette réponse, pour quelqu'un comme Zimmermann, c'est que, alors, si c'est mon moi passé à qui fait mal ce mal de tête, alors ce n'est pas à moi. Ce n'est pas moi qui ai mal, c'est quelqu'un d'autre. C'est le moi passé qui n'est pas moi. C'est parce que si c'était moi, je le sentirais, or je ne le sens pas. Donc, c'est ça le cœur de l'argument que je vais développer, c'est l'idée qu'il y a quelque chose dans la conception du moi qui fait que si c'est soit le mal de tête passé est mon mal de tête à moi, mais dans ce cas-là, je devrais le sentir, soit le mal de tête passé est celui de quelqu'un d'autre, mais dans ce cas-là, le sens commun est violé. Alors, donc l'argument que je vais développer, c'est l'argument de l'unité de la conscience, qui, en une certaine manière, peut être considéré comme une complémentation, un développement de la prémisse 1 de l'argument précédent. Mais les ressources conceptuelles sont suffisamment différentes pour le présenter comme un nouvel argument. Il me reste à peu près 10 minutes 15 minutes. 15 minutes, très bien. Ouais. Alors, en fait, pour 10 minutes de questions, oui. Parfait. Alors, donc l'argument de l'unité de la conscience... mon argument combine des éléments des deux premières parties, si vous voulez. La première chose, c'est c'est un argument qui va partir de la considération du soi ou du moi comme numériquement le même dans le passé et dans le futur. Donc ça, je vais garder des éléments de la discussion avec David Lewis sur l'endurantisme du soi. Mais je vais l'appliquer à une expérience consciente. Donc je vais garder aussi des éléments de la discussion sur le mal de tête, sauf que je vais établir le présentisme et pas simplement l'endurantisme ou la théorie A. Alors, l'intuition, je vous donne en bref et en condensé l'intuition de base de l'argument, et après on entrera dans une version un peu plus formelle. Donc l'intuition en bref est la suivante: il n'est pas possible que mon mal de tête passé existe. Sinon, je le sentirai. Le je, en aurai conscience, puisque c'est un événement mental et que c'est mon mal de tête et pas celui de quelqu'un d'autre. Or, il est clair que je ne le sens pas, mon mal de tête passé. Je sais bien ce qu'il y a dans l'unité de ma conscience et il n'y a pas ce mal de tête dans l'unité de ma conscience. Donc, là, à la fin, vous commencez à voir pourquoi l'idée d'unité de la conscience va être importante. La conclusion que je vais essayer d'établir, c'est une conclusion conditionnelle. Je ne vais pas établir que le présentisme est vrai, je vais établir que s'il était faux, alors la conception de soi du sens commun serait fausse. Donc c'est ce conditionnel qui montre que le sens commun est engagé à la vérité du présentisme, que la conception du sens commun est présentiste. Alors intuitivement, pourquoi est-ce que si le présentisme est faux, alors la conception de soi du sens commun est fausse? Parce que je suis une unique conscience, et donc si mon mal de tête passé existait, alors il devrait exister pour moi, et donc me faire mal. Donc encore une fois, c'est une version très abrégée. Maintenant, on va voir plus en détail comment fonctionne l'argument. Alors, je vais avoir besoin de quelques concepts centraux pour pouvoir poser l'argument. Le concept vraiment important, c'est un couple de concepts, en fait. Le concept de ce que c'est qu'une conscience, comme une entité dénombrable, une conscience, deux consciences, trois consciences. Qu'est-ce que c'est qu'une conscience et qu'est-ce que sont des expériences mentales co-conscientes? Ces deux termes peuvent s'entre-définir, d'après moi, et je vais prendre, en fait, la conscience comme étant une unité qui réunit des expériences co-conscientes.
Et ce que j'appelle la relation de co-conscience, en fait, c'est celle-là que je vais prendre comme un primitif dans mon langage, la relation de co-conscience entre deux expériences mentales. Par exemple, mon expérience de voir ce bureau et mon expérience d'entendre ma propre voix sont co-conscientes. Parce qu'elles sont présentes pour une même conscience. Alors, le parce que est dans le mauvais ordre d'explication, si on prend la co-conscience comme ordre explicatif, comme primitif, mais donc la relation de co-conscience, ce qui est très important de comprendre, c'est que la relation de co-conscience est une relation d'équivalence au sens logique, c'est-à-dire une relation qui est transitive, symétrique et réflexive. C'est-à-dire que si A est co-conscient avec B, alors pour tout C co-conscient avec A, C est co-conscient avec B. Donc c'est une relation d'équivalence. Des événements qui sont co-conscients sont tous co-conscients entre eux, et ils sont co-conscients à l'intérieur d'une et unique conscience. Si vous prenez par contre une autre conscience, vous allez avoir d'autres expériences co-conscientes entre elles, mais pas co-conscientes avec les premières. Donc une co-conscience, je la définirais comme une classe d'équivalence de la relation de co-conscience. Deuxième élément, qu'est-ce que j'appelle un être conscient? Alors, je définirais un être conscient comme un individu doué d'une unique conscience. Donc, pourquoi est-ce que je précise d'une unique conscience? Parce que si vous pensez à Cerbère, le chien à 3 têtes, si chacune des têtes est douée d'une conscience à elle-même, peut-être que le chien Cerbère est un individu biologique, mais ce n'est pas un être conscient dans le sens qui m'intéresse. Enfin, ce n'est pas un individu conscient, c'est-à-dire un individu doué d'une unique conscience. De la même façon, si nous sommes des cerveaux divisés, nous ne sommes pas non plus des êtres conscients dans le sens qui m'intéresse, parce qu'il y aura 2 centres de conscience hébergés sous le même crâne. Donc, des individus qui abritent plusieurs consciences, comme Cerbère ou les cerveaux divisés, ou plusieurs centres de conscience, ne sont pas dans le sens qui m'intéresse des êtres conscients. Et donc, à partir de là, la thèse qui va m'intéresser, c'est que dans la conception de soi du sens commun, je suis un être conscient dans ce sens-là, c'est-à-dire que je ne suis pas un Cerbère ou je ne suis pas un cerveau divisé, en tout cas d'après la conception de sens commun. Peut-être que nous sommes tous des cerveaux divisés à cause de le rapport complexe entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, mais en tout cas, ce n'est pas la conception de sens commun et c'est tout ce que je veux établir. Moi, je ne veux pas établir, en l'occurrence, une question de vérité, simplement une question d'intuitivité du sens commun. Et donc, dans le sens commun, j'abrite un seul et unique centre de conscience. Alors, voilà l'argument de manière pas à pas, si on veut. L'argument que je vais faire est un argument de syllogisme hypothétique, puisque la conclusion à laquelle je vais arriver est une proposition conditionnelle. Première prémisse, si le présentisme est faux, alors le passé existe. Bon, alors ça, on pourrait contester cette prémisse en défendant une théorie du bloc en diminution, mais il se trouve que la plupart, enfin la quasi-totalité des défenseurs d'une théorie du bloc sont soit des théoriciens éternalistes, où le passé et le futur existent, soit des théoriciens du bloc en expansion, où le passé existe, même si le futur n'existe pas. Donc si le présentisme est faux, les 2 théories vraiment discutées sont des théories dans lesquelles le passé existe. Deuxièmement, si le passé existe, alors mon mal de tête passé existe, puisque c'est un événement du passé, une expérience du passé. Troisième prémisse, si mon mal de tête passé existe, alors il existe pour une conscience. Pourquoi? Eh bien là, on va réemployer l'argument d'essence de Zimmermann. C'est dans l'essence même d'un événement mental, comme un événement de mal de tête, que s'il existe, il existe pour une conscience. À partir de ces 3 prémisses, on peut déjà tirer une première conclusion par syllogisme hypothétique. Si le présentisme est faux, alors mon mal de tête passé existe pour une conscience. Toute la question qui va se poser maintenant, c'est pour quelle conscience existe ce mal de tête passé? Donc on repart de la conclusion C1, et ce que je vais essayer de montrer, c'est que si mon mal de tête passé existe pour une conscience, alors il existe pour une autre conscience que celle pour laquelle mon mal de dents présent existe. Si on dit j'avais mal à la tête hier, j'ai mal aux dents aujourd'hui, on est obligé de dire que ce sont 2 consciences différentes qui ont l'une mal à la tête hier et l'autre mal aux dents aujourd'hui. Ces 2 consciences ne sont pas la même conscience. Pourquoi ? Parce que mon mal de tête passé et mon mal de tête présent ne sont pas co-conscients.
Or, on a défini qu'une conscience, c'est par définition une classe d'équivalence de coconscience. Donc, à partir de C1 et de 4, de nouveau par syllogisme hypothétique, on peut conclure que si le présentisme est faux, alors mon mal de tête passé existe pour une conscience différente de celle pour laquelle mon mal de dents présent existe. Donc on repart de cette conclusion C2, on arrive à l'idée que mon mal de tête passé existe pour une autre conscience que celle de mon mal de dents présent. Mais il est évident que la conscience pour laquelle mon mal de dents présent existe, c'est ma conscience. Si j'ai mal aux dents en ce moment, c'est ma conscience pour laquelle existe le mal de dents présent. Or, on a dit que, d'après le sens commun, j'abrite une seule et unique conscience. Je ne suis pas, comme Cerbère, un être qui abrite plusieurs consciences. Donc, à partir de 5a et de 5b, on peut conclure que si mon mal de temps passé existe pour une autre conscience que celle de mon mal de dents présent, alors il n'existe pas pour moi, il existe pour quelqu'un d'autre que moi. Et à partir de C2 et de 5, on peut de nouveau faire un syllogisme hypothétique pour arriver à dire que si le présentisme est faux, alors mon mal de tête passé existe pour quelqu'un d'autre que moi. Or, comme on l'a vu dès la première partie, dans la conception de soi du sens commun, c'est moi-même, le même moi, qui avait mal à la tête hier et qui est mal aux dents aujourd'hui. Donc, si le présentisme est faux, alors la conception de soi du sens commun est fausse. Ce qui était à établir. Bon, alors ça peut sembler une démarche très longue et très complexe pour établir quelque chose que peu de gens finalement remettent en cause. Je vais essayer de la résumer pour que vous puissiez peut-être mieux avoir tous les aspects de l'argument à l'esprit. Une version abrégée de l'argument est la suivante. Ça consiste à dire que l'argument repose en fait sur deux aspects de la conception de soi du sens commun. CS1, c'est l'identité à travers le temps, c'est le même moi hier et aujourd'hui. Numériquement, la même entité. Le deuxième aspect de la conception du soi du sens commun, c'est l'unique conscience. Je suis un être conscient, c'est-à-dire doué d'une unique conscience, à la différence de Cerbère et des cerveaux divisés. Si on a ces deux aspects-là de la conception de soi du sens commun, on peut faire l'argument suivant. Si mon mal de tête passé existe, alors soit il existe pour moi, mais alors je suis un verre quadridimensionnel qui abrite plusieurs centres de conscience séparés les uns des autres, et donc ça va contre CS2. Soit il existe pour quelqu'un d'autre que moi et pas pour moi, mais dans ce cas-là, ça va contre l'identité du soi à travers le temps. Donc dans les deux cas, le sens commun est violé. Voilà, donc j'en arrive à ma conclusion. En conclusion, je voulais rappeler donc, quel est l'enjeu en fait, des discussions sur le présentisme en métaphysique du temps. L'enjeu n'est pas simplement une question de cosmologie complexe sur laquelle on ne devrait accorder aucun rôle au sens commun. L'enjeu est vraiment la conception profonde du soi, que chacun de nous, normalement, a de lui-même, à savoir ces deux éléments de la conception du soi, le fait que c'est moi qui ai vécu hier, je ne suis pas un être qui vient d'apparaître dans l'existence et qui va disparaître demain, ou même dans la seconde suivante. Et deuxième aspect, je suis un être conscient, c'est-à-dire je suis un être doué d'une unique conscience, je ne suis pas un cerveau divisé. Et ces deux aspects-là sont vraiment des aspects extrêmement profonds de la conscience du soi. Si on abandonne l'un ou l'autre, peut-être qu'on peut avoir des ersatz de ce que c'est qu'un soi ou un soi humain, mais on aura clairement perdu des choses fondamentales de ce qu'on pense être soi. Si je pense par exemple que j'aurais cessé d'exister dans la seconde qui vient, ça change considérablement, enfin, Parfit nous dira que non, mais on peut défendre que ça change quand même pas mal de choses à mon rapport à moi-même. Par conséquent, je serais tenté d'adopter une réponse comparable à celle de Jerry Fodor sur les enjeux de cette question. Jerry Fodor parlait notamment de la causalité mentale et du rôle des événements mentaux dans l'action. Je remploie sa formulation en modifiant ce qui est entre crochets, que je remplace par des considérations sur la conception du temps. S'il n'est pas littéralement vrai que j'ai une unique conscience ou que c'est bien moi qui ai vécu mon passé, alors pratiquement tout ce que je crois sur quoi que ce soit est faux et c'est la fin du monde.
Alors je m'excuse pour le caractère un peu de dramatisation de cette conclusion. Il y a des personnes qui vont penser que de toute façon ça ne fait qu'établir une conclusion qu'on sait par ailleurs que le soi n'existe pas. Donc il y a un certain nombre de philosophes qui sont de toutes les façons convaincus que le soi humain n'existe pas. Pour ces auteurs-là, mon argument n'aura évidemment pas beaucoup d'enjeux, et c'est le cas de Baptiste Le Bihan en particulier, donc il ne sera pas impressionné par mon argument, mais pour toutes les personnes qui n'ont pas encore abandonné l'idée que le soi des êtres humains existe, je pense que ça justifie au minimum une certaine prudence dans l'interprétation métaphysique des arguments en faveur de l'éternalisme. Merci beaucoup Jean-Baptiste.